En fait, pour répondre un petit peu à votre place, ce qui est plus sensible au placebo, c'est la douleur et l'insomnie. Ça, c'est les deux domaines rois. Ensuite, c'est vrai qu'il y a les maladies dites psychosomatiques, qui ne sont pas des maladies psychiques, mais psychosomatiques, c'est un très mauvais terme d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que je vous démontre aujourd'hui, il n'y a pas de différence en fait entre le psychisme et le corps, puisque une pensée peut modifier une maladie. Avec le placebo, c'est la démonstration. Mais c'est vrai que l'eczéma, l'ulcère à l'estomac, l'asthme, toutes ces maladies dites psychosomatiques sont effectivement très placebo-sensibles. Mais ce qu'on montre aussi, c'est qu'en fait, à peu près toutes les maladies, sauf évidemment l'Alzheimer très évolué, et encore, ça paraît faux, parce que, pareil, si l'entourage, parce que un bébé est rassuré, ben, l'Alzheimer risque de le sentir aussi. Donc en fait, à part le coma dépassé, en réalité, il n'y a pas vraiment de maladie qui échappe à l'empire du placebo, avec des degrés variables, bien entendu. Donc en ce moment, vous devez vous dire, ben, finalement, sans placebo, c'est intéressant, mais ça agit sur l'expression clinique de la maladie, mais pas sur la lésion. Et pourtant, on peut dire le contraire. Donc on va prendre le plus béton, c'est-à-dire le cancer chez le rat. Là, on n'est pas vraiment dans la psychologie. Alors, désolé pour les âmes sensibles, mais je suis obligé de vous décrire une expérience qui a été faite et refaite pas mal de fois, dont on est sûr. Vous prenez des rats de laboratoire, tous mariés, frères et sœurs, depuis 7 générations. C'est des clones de rats, ils sont tous pareils. Et à tous, vous greffez une tumeur cancéreuse, exactement la même, de manière à ce qu'au bout d'un mois, elle augmente de 50%. Ok? Tout le monde doit avoir au bout d'un mois 50%. Vous tirez au sort, un tiers des rats, vous les mettez dans une cage, vous leur foutez la paix, c'est ce qu'on appelle le groupe contrôle. Un tiers des rats, il va dans une cage dont le fond est un treillis métallique qui est relié à un générateur d'électricité qui balance des pêches douloureuses et aléatoires. C'est-à-dire que la pauvre bête, elle reçoit un choc électrique, elle ne sait pas combien de temps ça va durer, et quand ça s'arrête, elle ne sait pas quand ça va reprendre. Aucun contrôle sur la situation. Troisième groupe de rats, elle reçoit exactement les mêmes pêches, mais il y a un petit bouton, et ils apprennent super vite, qui lui permet d'interrompre immédiatement le courant, c'est-à-dire la douleur, chez lui et chez les petits copains du groupe 2. Donc vous comprenez qu'avec ce dispositif, 2 et 3 reçoivent exactement la même quantité de chocs douloureux, mais 2 ne comprend rien, il ne peut rien faire, 3, il contrôle totalement la situation. Au bout d'un mois, vous sacrifiez tout le monde. Groupe 1, comme attendu, 50% de croissance des tumeurs. Groupe 2, 64%. Ce qui veut dire que le choc douloureux, incontrôlable, est cancérigène. Nocebo. Là, déjà, ça avait été un grand étonnement chez les cancérologues de la communauté mondiale. Groupe 3, 36%. Ça veut dire qu'ils ont moins de cancer que ceux à qui on ne fait rien. Donc le stress contrôlable est anti-cancéreux. Et ça a été un coup de tonnerre quand même pour tout le monde, de se dire que le fait d'avoir des stress et de pouvoir les contrôler, ça permet de lutter contre le cancer. Et ça, alors évidemment, on n'est pas des rats, on n'est pas des animaux de laboratoire, les extrapolations sont dangereuses, mais quand même, dans le cancer du sein, imaginez le cancer du sein, une population de femmes qui a exactement le même cancer du sein, la même malignité, la même taille. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont un meilleur pronostic que d'autres? Je vais être caricatural, il y a 2 catégories. Celles qui disent « je suis foutu, il n'y a plus rien à faire, je vais mourir, c'est pas la peine de se battre ». Puis celles qui disent « c'est pas vrai, je vais me battre, je vais m'en sortir, vous allez voir, on va faire équipe docteur, etc. » Et on sait, c'est banal de le dire, que le deuxième groupe a beaucoup plus de chances de s'en sortir que le premier groupe. Cet esprit de combat. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le médecin qui est capable, lors de l'annonce du diagnostic, parce que c'est à l'annonce que ça a été étudié, ça, hein, c'est lors de l'annonce, celles qui s'effondrent, celles qui se battent. Celui qui, à l'annonce du diagnostic, est capable de partager son savoir, de donner une information correcte, et de faire que la personne ait le contrôle en permanence du stress d'une annonce de maladie, du stress de l'annonce des rayons, du stress de l'annonce de la chimio, eh bien, le médecin, non seulement, c'est moral, c'est normal, c'est une compassion, un devoir d'information, mais en plus, techniquement, le traitement antimitotique va mieux marcher si l'information est correcte. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, il y a des budgets colossaux qui sont débloqués par le NIH, qui est le CNRS américain,
pour travailler sur le moral, sur l'humeur. On sait par exemple que des femmes qui ont le cancer du sein, celles qui font, je crois que c'est 3 fois par semaine, une demi-heure de marche, 20 minutes à une demi-heure de marche, elles ont 50% de survie en plus. Celles qui appartiennent à un groupe qui serait de cancéreuses du sein, qui se réunit 2 fois par mois, ont encore 40% de longévité en plus. Bref, on est un animal social. Et souvent, quand vous êtes cancéreux, vous n'avez pas le moral. Et deuxièmement, vous vous sentez très seul. Et le fait de se retrouver dans une tribu, où vous pouvez échanger, vous épauler les uns les autres, on est un animal social, fait que on fait des trucs qui luttent contre le cancer. Et ça, c'est très important. Alors vous allez vous dire, mais c'est étrange, parce qu'au début, vous me parlez du docteur Knock, cette distance sacrée, ce mystère et tout. Puis maintenant, vous dites, au contraire, il faut donner un contrôle sur le stress, il faut partager les connaissances, il faut avoir de la compassion. C'est complètement antinomique. Et vous auriez raison de me dire ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la médecine est un petit peu à un tournant de son histoire. Pendant longtemps, depuis le Code d'Hammurabi, 2500 avant Jésus-Christ, Sumer, Mésopotamie, jusqu'à l'invention en gros de la pénicilline, de la cortisone, la médecine n'avait que des placebos. Maintenant, c'est plus du tout le cas. La médecine est devenue efficace. C'est indiscutable qu'il y a des médicaments efficaces. Vous savez qu'on prend, je crois que c'est 3 mois de vie en plus tous les ans. Et donc on est passé du 19e siècle où on était à peu près à 40 ans d'espérance de vie, maintenant on est à plus de 80 ans, du moins pour les dames. Donc on voit que le médecin est devenu un technicien efficace, ça n'est plus un intermédiaire vis-à-vis d'une divinité, et donc on n'est plus dans la magie, on n'est plus tellement dans le mystère, on est dans la technicité. Et donc aujourd'hui, autrefois le médecin qui était mystérieux, qui parlait du latin de cuisine, et c'est vrai que Molière avait raison de se moquer de nous, parce que ce latin de cuisine ne valait rien, on était que dans du placebo, mais il avait tort, parce que la médecine remplissait une fonction sociale. Maintenant, on ne parle plus de latin de cuisine, on essaye au contraire de partager et de mener ensemble une aventure dans une compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec, ou dans une empathie. On est capable de se mettre à la place. C'est quand même ça la médecine moderne. Alors évidemment, on est obligé, puisque c'est ce changement qui a lieu, il y a peut-être des personnes qui ont toujours besoin un petit peu du mystère, et puis d'autres qui ont vraiment besoin du partage, d'où le fait que je n'étais pas d'accord avec vous, je disais qu'un scientifique, au contraire, va bien répondre à l'attente du médecin, parce que, au contraire, il sera en communion avec lui, puisqu'il a partagé un savoir. Et moi, j'aime rien autant qu'un patient qui va sur Internet, qui me dit, bon, bah, votre truc, j'ai lu, mais bon, c'est vrai que dans telle chose, mais au contraire, il y a un effet secondaire. Moi, j'adore, parce que j'aime bien avoir des gens qui s'informent. J'aime pas donner la communion à des gens qui vont avaler ce que je prends sans discuter. Alors, vous devez vous dire, bon, ok, ça marche partout, même dans le cancer. Comment on peut expliquer que ça marche? Au fond, sur quoi elle repose, cette illusion qui nous rassemble aujourd'hui? Alors, il y a des tas de niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, c'est le niveau biologique, qui est devenu très important et qui, en fait, apporte la clé. C'est très simple. Et ça peut même expliquer les miracles de Lourdes. On sait maintenant que dans notre cerveau, il y a une incroyable usine pharmaceutique. Notre cerveau, il est capable de fabriquer des antalgiques, avec les endorphines, il est capable des antipyrétiques, des cicatrisants, des hypnotiques, des tranquillisants, des antidépresseurs. On peut faire des antipyrétiques. Bref, on est capable de faire tous les médicaments de la création. On est également capable de faire du hashish, de l'alcool, de l'ecstasy, on peut faire des amphétamines, on peut faire de l'héroïne, on peut faire de la cocaïne, on peut faire toutes les drogues. Donc placebo, on peut faire tous les médicaments, nocebo, on peut faire tous les toxiques de la création. Selon que la garde du triage, qui est probablement dans le thalamus, va dire, là on va faire du médicament, là on va faire du toxique. C'est pour cette raison que le même médecin, dans des circonstances différentes, va faire sécréter par exemple une substance naturel qui est le cortisol, c'est la même chose que la cortisone, qui va guérir un patient, mais qui pourra entraîner un ulcère à l'estomac aussi. Placebo, nocebo. Donc il a été bien démontré que, par exemple, dans la douleur, lorsqu'on donne un placebo d'antalgique, c'est qu'on augmente le taux des endomorphines, qui sont des antalgiques. Mais on montre aussi maintenant qu'on est capable d'augmenter le taux de l'endoaspirine. Parce que tous ces trucs-là, on les fabrique naturellement.
On sait maintenant que dans le Parkinson, si on donne un placebo d'anti-parkinsonien, on fait fabriquer à l'organisme de la dopamine, qui est le traitement du Parkinson. On sait que dans la dépression, le placebo fait fabriquer de la sérotonine endogène. Et je vous fiche mon billet que dans les 10 ans, on montrera que le placebo, en fait, c'est ce qui fait fabriquer par notre organisme des médicaments naturels. Et la clé de l'illusion est là. Alors on ne sait pas encore comment il se fait que, bon, imaginons que vous avez mal à l'estomac, je vous prescris avec conviction un médicament qui va marcher mieux que prévu. Comment se fait-il que vous allez fabriquer un anti-ulcère plutôt que, je ne sais pas moi, un anti-fièvre? Ça, on ne sait pas. Comment l'organisme décide de fabriquer le bon médicament plutôt qu'un truc à côté de la plaque, ça reste un mystère. Mais le fait que le médecin convaincu avec un patient qui est dans la conviction aussi, parce qu'il est dans le partenariat, va fabriquer une substance qui va collaborer avec le médicament prescrit, ben c'est comme ça que ça marche, le placebo. C'est comme ça que l'illusion en médecine positive marche, et c'est comme ça qu'on évite le charlatanisme, et que ce nouvelle orientation de la médecine, qui est le partage de la connaissance, permet aux gens d'aller mieux. Je vous remercie de votre attention.